Mon chien vient de se frotter les fesses par terre, voilà. Juste quand j'enregistre, c'est super. Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis super heureuse de recevoir l'iconique Jennifer Ayash du groupe Superbus à l'occasion de la réédition de son titre Lola en collaboration avec Oshi et Nicolas Sirkis. Des dates arrivent d'ailleurs, soyez vifs. Je fangirlais un instant, mais Jennifer, tu étais notre icône à l'âge des pantalons ultra pas de def qui se déchiraient, tu te rappelles? Il y avait ça. Prenait l'eau de la pluie jusqu'aux genoux. En bas, ouais. Tu avais l'eau qui rentrait par la chaussure et tout. Exactement. Et des colliers pas de Fimo. On n'en parle pas assez. Pas ça, c'est quoi? C'est pas vrai. Qu'est-ce C'était que un c'est? truc exclusivement nantais. On se faisait des colliers avec des boules de toutes les couleurs de pâte Fimo. Ah oui, si. J'ai pas fait, mais je vois. Tant mieux peut-être pour Oui, tes tant photos mieux. d'archives. Ouais. Ah, j'ai eu pire. Hein. Oh, j'imagine, je te fais confiance avec les looks de rockstar. Tout ça pour dire que force est de constater que ton titre est toujours aussi cool et efficace en 2025. Et moi, en revanche, Dieu merci, j'ai upgradé mon look depuis. Ça va, ouais. Hello Jennifer. Salut. Justement, on fait dodo, Tara? Ok, mon chien m'écoute. J'adore. Justement, c'est une bonne introduction de parler de ces looks d'adolescente, puisque toi, tu es partie aux États-Unis vers l'âge de 16 ans. C'est 14 ans. 14 ans, Ouais. oh là là, tu étais un bébé. Trop jeune. Beaucoup trop jeune. Et ça s'est pas passé comme tu le voulais? Non, ça s'est pas passé comme je voulais, mais c'est-à-dire que moi, ma scolarité, j'ai eu l'impression que depuis petite, même la maternelle, le CP, tout ça, j'avais un problème avec les profs, l'autorité, et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de profs qui m'ont fait pas mal de réflexions, qui me prenaient toujours en grippe et je sais pas pourquoi. Et c'est vrai que quand je suis partie aux États-Unis, je me suis dit mais ça va être le moment où je vais pouvoir être plus libre. Je sais pas, j'avais te l'impression réinventer que aussi. j'avais l'impression que là-bas c'était le Graal, alors que bon, voilà. J'en suis revenue, Aujourd'hui, quoi. on capte. Mais c'est vrai que ado, j'avais vraiment cette espèce de rêve d'aller là-bas, d'aller dans un lycée, apprendre l'anglais et puis faire les choses par moi-même. Et en fait, bon, je me suis retrouvée au Texas. Ok, Voilà. waouh, dans le dur. Dans le dur. Tu dois avoir un accent Ouais, américain. non, mais là-bas, c'était compliqué parce qu'en plus, oui, t'arrives avec ton anglais de fin de troisième. Enfin, on n'apprend pas grand-chose quand même à l'école en anglais. Donc, je suis arrivée là-bas et en fait, donc c'était avec un organisme, tout ça. Ils nous avaient mis dans une famille d'accueil. J'étais avec une fille danoise qui était là aussi. Alors, raconte-moi, je veux tous les détails parce que ça me chauffe de ouf, cette histoire. Et en fait, je me retrouve à San Antonio. Ok. Dans cette famille un peu loufoque. Ils étaient un peu vieux mais bizarres. Enfin, c'était vraiment étrange quand je suis arrivée, c'était bizarre. Et dans un lycée, mais vraiment comme dans les films, quoi. Waouh, avec les casiers, les trucs, la musique, les gens qui font de la musique. C'était très très différent de chez nous. Et j'arrive, je parle pas un mot. Ouais. Enfin, très mal, quoi. Et il faut que j'arrive à tenir. Je me dis, il faut que je tienne 1 an là-bas, quoi, quand même. Tu dois avoir un de ces cafards d'arriver dans cette famille qui ressemble pas trop à une... Non, ça ressemble à rien de ce qu'on connaît. Ouais. Enfin, voilà. Et la danoise, vous communiquez pas. On parle avec des gestes et tout. Enfer. Et ouais, j'ai 14 ans. Ma mère que j'ai tannée pour qu'elle me laisse partir, qui est malheureuse parce que forcément j'ai 14 ans et c'est trop jeune. Donc c'est vrai que tout ce début d'adolescence comme ça là-bas et tout, je me dis bon, est-ce que j'ai pas fait une connerie mais il y avait pas de téléphone portable, il y avait pas internet, ça arrivait tout juste, donc et on n'avait pas le droit ni d'appeler notre famille ni de rien, donc c'était c'était 1 fois par semaine on pouvait s'appeler, quoi. Oh la vache. Donc très vite je suis mise dans le vif du sujet. Oui, clairement. Et je rencontre des gens dans ce lycée qui vont être les pires personnes, quoi. Non. Je tombe sur les pires personnes, une espèce de mafia. Les gars avaient, je sais pas, 18 ans et c'était freshmen, je crois, le dernier, comme terminal. Ouais, c'est ça. Et je tombe sur cette bande parce qu'ils faisaient de la musique et moi, je me dis c'est les cools du lycée. Sauf qu'en fait, je me rends compte au bout de quelques semaines
que ça craint, quoi. Ils ont des armes, ils ont des croix gammées tatouées sur les bras, ils font des courses-poursuites avec des mecs parce qu'ils sont noirs, enfin des trucs, et je me dis mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Putain, t'es tombée dans America History Ouais, X. le truc vraiment les Américains très très bas du front, quoi. C'est intéressant de raconter ça parce que évidemment, on le voit un peu à travers ce qui se passe avec Trump et aussi sur TikTok où on a accès à tellement d'autres vies que la nôtre. C'est ça. Mais malgré tout, c'est tellement lunaire pour nous Français. Ouais. Et puis, qu'on s'imagine moi pas. qui vient quand même d'un environnement assez sain, serein, marrant, créatif et tout. Là, je me retrouve chez les rednecks. Les rednecks, mais pas cool. Oh, la vache. Et puis ça doit être très impressionnant parce que outre le fait que ça te choque, ça doit te faire flipper aussi. C'est ça, et surtout c'est que je peux pas trop en parler, je peux pas appeler ma mère pour lui dire "Oh maman, en fait, je suis avec des gars là, ils ont des flingues et on va courser des gens." Et donc je me retrouve là et je me dis "Mais qu'est-ce que je fais?" Et en fait il y a au bout de 6 mois. Donc j'ai quand même passé 6 mois. J'étais pas que avec ces gens-là, mais je veux dire, je faisais ma vie de lycéenne là-bas et tout ça. T'arrivais un petit peu à suivre avec l'anglais? C'est hyper simple en fait. C'est vrai. C'est-à-dire que c'est un niveau de CM2 quoi. J'ai déjà entendu ça. Mais vraiment, c'est des questionnaires à choix multiples. C'est le lycée là-bas, c'est. Alors après, je pense que les universités, après le niveau, il augmente d'un coup quand t'es à l'université aux États-Unis. Mais par contre, le collège, lycée. Mais c'est niveau CP, quoi. C'est ça que je comprends pas. C'est vraiment toujours l'interrogation. Comment est-ce qu'ils peuvent avoir les meilleures universités au monde? Ouais. Avec d'un coup. Tu vois ce que je veux dire? Avec un collège-lycée, avec des questionnaires. Ouais. Je comprends pas non plus. Parce que pour tricher, si je peux me permettre, tu regardes sur le côté. Non, mais sur ça, j'étais hyper forte dans toutes les matières, quoi. Parce que vraiment, c'était des trucs qu'en plus j'avais déjà vus. Après, il y avait beaucoup l'histoire des États-Unis, tout ça. Donc bon, ça c'est chouette aussi d'apprendre tout ça. Et j'avais pris français aussi. Bah, tu m'étonnes. Donc ça, c'était vraiment très drôle. Donc du coup, je n'allais pas aux cours de français. Je séchais les cours de français parce que je m'en foutais un peu. Et sauf que, un jour, j'ai voulu faire ma lycéenne française, tu sais, qui sèche les cours, qui va dehors fumer une clope. Sauf que je suis allée dehors fumer une clope. Dehors, il y a pas de dehors en fait au lycée américain. Il y a pas de porte. Tout est ouvert en fait. C'est là, moi, mon lycée, c'était un truc ouvert, quoi. T'as les terrains de foot, les machins, tout. Il y a pas de porte. Ok. Et sauf que j'ai l'impression que je suis dehors donc et que je fume. Et là, il y a une voiture de police qui arrive. Oh mon Dieu. Je suis toute seule et il y a une voiture de police qui se garde devant moi et là ils me disent avec l'accent texan, voilà. Même. Je comprenais pas tout bien et ils me demandent ce que je fais. Je leur dis non mais je me repose. Enfin, je trouve une espèce d'excuse à 2 balles. Ils m'ont mis les menottes. Non. Oui, non mais c'est pour ça ils m'ont mis les menottes. J'étais dans un cauchemar. Ils m'ont mis les menottes. Et puis, ils m'ont ramené un flic de chaque côté dans le lycée, dans les couloirs, avec tous les gens qui me regardaient, machin. J'ai été donc renvoyée de l'école pendant 3 jours, bloquée à la maison parce que la famille d'accueil avait voulu me punir, tu vois, alors que c'était la dame qui nous achetait les clopes. Non, mais ça n'avait aucun sens ce voyage. Donc, je me retrouve 3 jours dans cette maison. Sans rien, glauqui, renvoyé de l'école et tout, avec des remarques hyper désagréables. Oh putain. Et plus ces gars avec qui je traînais, qui avaient des flingues et tout, je me dis bon, je pense que je suis pas au bon endroit. C'est beaucoup trop tôt. Moi, je me dis putain, si t'avais eu un mugshot, ça t'aurait fait ta couverture ton prochain album. Et donc, je commence à écrire, parce que j'écrivais des lettres à ma mère beaucoup, je l'appelais très peu, et je commence à écrire des lettres à ma mère en lui disant les petits cafés de Paris me manquent, la maison, toi, machin, ça me manque, j'ai envie de rentrer. Et finalement, on a trouvé une solution pour que je puisse revenir plus tôt, quoi. Mais heureusement, tu me l'as pas raconté avant qu'on commence l'épisode. Pourquoi est-ce que tu étais partie au bout de 6 mois? Je pense que là, t'as fait le tour.
Voilà. Donc et je rentre en France et en cours d'année en cours d'année scolaire, quoi. Et donc je vais voir mon ancienne directrice de lycée, qui était un lycée catho, bonne sœur, machin, un peu strict et tout. Et donc on a rendez-vous et elle me dit bah non, votre voyage a tellement été un échec qu'on vous reprendra pas. Et donc je me retrouve en face de ça et je me dis mais oh, mon Dieu, c'est quoi cette année pourrie là? Et en fait Mais c'est un cauchemar sur ouais, le c'était coup, franchement. le début mes 14-15 ans, le début de ma jeune vie, c'était pas fou. Je me demandais ce que j'allais faire et comment j'allais sortir de ce truc-là, quoi. Et puis tu te rends compte, il y a une vraie notion d'injustice. On parlait de la honte avant de commencer, mais moi ce que j'entends plus, c'est l'injustice. Toi, t'essayes de bien faire en allant aux États-Unis, en t'ouvrant à autre chose. Tu tombes quand même sur un environnement qui est catastrophique et qui ne t'élève en rien. Non. Après, je peux pas dire que ça m'a forgé, ça m'a appris des trucs, tu vois, bien sûr, mais c'était trop jeune, je pense. Mais personne t'a posé la question de comment ça s'est passé, personne t'a donné voix au chapitre et je trouve ça lunaire. Ouais, c'est bizarre. Mais après, vraiment, c'était un lycée, alors, j'ai passé des super années, on a beaucoup rigolé et tout, parce que justement, c'était tellement strict que c'était drôle. Je connais ça aussi. Mais c'est vrai que c'était des gens assez fermés d'esprit, quoi. Et que voilà, moi qui étais un petit peu créative, marrante, j'arrivais avec des coiffures pas possibles et des fringues pas possibles à l'école et c'était très très mal vu, quoi. Et du coup, on te juge beaucoup là-dessus, hein, à l'époque. Et c'est vrai que de dire voilà, ben moi en fin de troisième, je veux aller aux États-Unis, c'était oh là là, mais ce qu'elle nous fait encore l'artiste, quoi. Va jouer du djembé, tu sais, va jouer du djembé et c'est diabolo, quoi. Mais et donc on te dit ça et on te dit qu'on te reprend pas et toi, parce que t'as pas encore l'âge d'analyser la situation, j'imagine que tu dois te dire bah c'est moi qui ai merdé, enfin tu dois te remettre en question. Ouais, je me dis bon, j'ai merdé et puis je me dis ben de toute façon c'est pas pour moi, quoi, les études, l'école, machin, j'aime pas, j'y allais j'aimais bien apprendre 2-3 trucs mais j'y allais surtout pour rigoler, quoi. Ouais. Donc et puis aussi parce que on est dans une génération où on se pose pas trop la question. Autrefois, c'était... Enfin, je dis autrefois, mon Dieu, comme si on avait 55 ans. Autrefois. Tantôt. L'enfer. Non, mais c'est vrai, maintenant, il y a beaucoup plus d'ouverture sur des filières différentes, etc. Oui, peut-être, ouais. Nous, on se posait pas vraiment la question. C'était ce qu'il fallait faire. Ouais. Ouais, et puis... ouais, c'est vrai que après, en France, on a quand même un moyen de scolaire qui est assez difficile, je trouve. J'ai l'impression que dans d'autres pays, c'est pour ça qu'aux États-Unis, j'étais contente, on pouvait faire de la musique, du théâtre, enfin, il y avait plein de choses, c'était très créatif et tout. Mais c'est vrai qu'en France, ben, c'est lourd le programme, quoi. Il est plus dur, mais bon. Et il est très enfermant. Oui. Ouais. Il a plein de côtés positifs, tu le disais, on a un vrai bon niveau, une grande culture générale aux États-Unis, c'est fou, ils apprennent que l'histoire des États-Unis. Ah oui, vraiment. C'est dingue. Non, mais moi, ils me demandaient si c'était bien Big Ben, comment c'était Big Ben. Enfin, Paris, pour eux, c'est l'Europe. Enfin, il y a pas de... Bah, le pays Europe, quoi. Ouais, c'est le pays Europe. J'ai eu des étudiants américains quand j'étais préadolescente et adolescente parce que j'étais fille unique et ma mère faisait un truc génial, elle accueillait un étudiant durant 6 mois, un peu comme toi. Ouais, c'est ça. Sauf que nous, on leur achetait pas des paquets de clopes, mais dans l'idée, c'était ça. C'est mieux. Pour que je vive avec un autre adolescent, enfin, c'était vraiment génial. Et je me rappelle, et en plus, je ne l'invente pas, la seule Texane qu'on a eue, c'était donc avant, effectivement, les smartphones, le début d'Internet. Quand elle a dit à ses parents « je pars en échange », ses parents ont paniqué, ont demandé à leur tante d'aller à la bibliothèque municipale se renseigner sur la France. La tante est revenue en courant en disant « j'ai appris un truc, à Paris, il y a un monument qui s'appelle la Tour Eiffel ». Ah ouais, c'est vrai. Donc on en est là. Ouais, non, et je sais. Et vraiment, je me rappelle, franchement, j'ai 11-12 ans à l'époque, je la regarde et je fais, mais en fait, ils nous prenaient pour des animaux, genre sans l'électricité, sans l'eau, elle n'a pas répondu.
Non, mais oui, mais c'est pareil. Moi, il me disait, mais il paraît que vous êtes sale, il paraît que vous lavez une fois la par semaine. base. Non, mais le truc, et je me dis, mais c'est fou, en fait. Il y a vraiment des clichés qui restent. Mais ouais, c'était des gens pas très Bah cultivés, pas ouais, très éduqués, quoi. c'est compliqué dans ces régions-là des États-Unis où t'as pas non plus accès. Ouais. J'avais vu un documentaire passionnant et c'est la seule fois où j'en ai entendu parler et j'aimerais qu'on en parle plus, des déserts alimentaires. Ouais. C'est un terme que je connaissais pas. C'est quoi? C'est plein de régions des États-Unis et en plus c'est tellement étendu que voilà, où tu ne trouves pas de supermarché classique qui vendent des fruits et des légumes. Okay. Tu ne trouves sur mais genre parfois 3 heures de route que des sortes de mini supérettes comme on a qui vendent de l'alcool, de la viande congelée, des french fries, des trucs comme ça et donc des gens qui n'ont même pas accès à une nourriture variée convenable. Oui. Bah oui, mais c'est comme cet endroit au Mexique, je crois, où ils ont que du coca au robinet. Putain, mais j'ai jamais entendu ça, c'est un truc de ouf. Il y a une petite ville au Mexique, ils ont du coca au robinet. Ça doit coûter méga cher, les non, charges. Je crois que justement, c'est ça, c'est que ça coûte moins cher que l'eau là-bas. Donc oh, la tristesse. Ah, mon Dieu. Non, mais bon, oui. Donc oui, il y a un vrai sujet là-dessus. Toi, tu rentres et on te dit ça, tu dois être en mode « Ok, bah j'ai raté ma vie. » Ouais. Bah, en tout cas, je me dis oui, j'ai raté mon début de vie. J'étais à moitié en dépression, j'avais envie de rien faire parce que je me dis bon, je suis en cours d'année, tous mes potes, ils ont leur truc qui commence, leur petite vie qui commence et tout. Et moi, je me dis qu'est-ce que je fais? Alors j'ai appris un peu à j'ai commencé à jouer un peu de guitare. J'ai vu que le seul truc que j'ai découvert là-bas qui m'a changé la vie, c'est de voir que même si on était ado, qu'on avait 14-15 ans, aux États-Unis, faire de la musique, c'était accessible, qu'il y avait des groupes partout, dans tout le lycée, tout le monde avait son petit groupe de musique. Et moi, je reviens et je me dis, mais nous, on n'a pas ça en France, quoi. Il n'y a pas de petits ados qui... C'était pas encore la période où il y avait les bébés brunes, les petits bébés rockers et tout. Il n'y avait pas encore. Ouais, c'est vrai. Et je me dis, bon, bah, c'est pas grave. Alors, moi, j'ai 15 ans. Et est-ce que je peux pas, moi aussi, monter mon groupe de musique, quoi? Génial. Et du coup, je suis quand même reprise dans un lycée parce que quand même, j'ai pas envie d'arrêter mes études non plus complètement si tôt, mais je reste pas longtemps. J'essaye, quoi. Écoute, tu sais quoi, t'as essayé. J'ai essayé, donc je fais ma seconde ici, et puis je cherche des gens pour jouer avec moi, je commençais à écrire un peu des chansons. Génial. Et puis, mais je trouve personne qui fait de la musique vraiment. Tu mets des petites annonces? Je mets des petites annonces, je demande partout à l'école, et toi, tu joues de la guitare, tu joues de la batterie? Bah non, personne faisait de musique, quoi. Et donc, je mets des petites annonces, je regarde dans les magazines de musique aussi, parce que il y avait batteur, cherche groupe, Bon, je cherche comme ça. Et puis, au fur et à mesure, je monte Superbus comme ça. Oh putain. Ouais. Ton histoire, elle est incroyable. Ouais, donc c'est marrant. J'ai rencontré le premier Mitch qui est guitariste. On s'est rencontrés sur un plateau de tournage où ma mère faisait une série et puis lui il était figurant. Et moi donc j'allais à moitié à l'école, à moitié pas. Enfin c'était un peu compliqué. Donc parfois j'allais voir ma mère tourner et je m'ennuyais un peu et je rencontre Mitch qui est là aussi dans un coin, et puis je lui dis voilà, je fais de la musique, je fais des petites chansons, qu'est-ce que tu fais? Il me dit bah moi je fais de la guitare, truc. Et puis ça commence comme ça, il me dit je te présente François qui est bassiste et tout. Puis petit à petit on mettait des annonces aussi tous ensemble, des petites annonces, et on trouve un batteur, on trouve tout ça, et puis ça a commencé. Puis tu te sens forte le moment où tu trouves quelqu'un qui veut aller dans ton projet, ça y est maintenant. Oui, et bon après c'est des gens, et c'est toujours des gens plus âgés que moi. Mitch il a 20 ans de plus que moi. Ah ouais. Et donc c'est pour ça que je me disais je peux être que avec des adultes en fait, vraiment, parce que des gens de mon âge, il y avait personne qui faisait ce que je voulais faire, quoi. Donc j'ai dû vite devenir très adulte, vite. Parce que j'étais entourée que de gens qui avaient 10, 15, 20 ans de plus que moi, quoi. Tout ça, ça t'a fait vraiment grandir, le fait de partir solo aux États-Unis. Ouais, d'un coup. Hein. Tu vois? Ouais, d'un coup. Ça m'a vraiment ce voyage, cette expérience, ça m'a vraiment transformée. Mais je trouve ça génial. Ah, j'aime trop ton histoire parce que je me dis vraiment, ça part
d'un petit bide. Ouais, c'est ça. Et puis après, bon, tu vois, tu remontes le truc. Tu dis, bon, faut que ça me serve, quoi, quand même. Ouais, et puis aussi là-bas, ça t'ouvre les yeux sur la musique, le fait que toi aussi tu puisses en faire. Enfin, tu tires quelque chose en fait d'hyper précieux. Oui, de ce voyage-là. Ça, oui. C'est vraiment le déclencheur de me dire, c'est pas parce que j'ai juste 15 ans que je peux pas commencer à faire des choses. Ça doit être vachement impressionnant de te retrouver dans un groupe ensuite avec des gens beaucoup plus âgés pour trouver ta voix et ta légitimité. Oui, un petit peu. Et puis bon, c'est des mecs hein, c'est tu ça. vois, donc c'est vrai que fallait que je trouve une autre façon de faire passer mes idées, de faire passer mon leadership entre guillemets. Fallait que je trouve une autre façon de le faire que donc j'étais la petite sœur, mais en même temps comme j'écris les chansons, tout ça, c'est vrai que ça te donnait du pouvoir et ça t'en donne toujours. Un petit peu. Mais c'est vrai que on a quand même tous notre mot à dire dans ce groupe et ça me rassure aussi. Moi, j'ai besoin d'avoir un ping-pong avec les gens avec qui je bosse. Donc, je laisse quand même beaucoup de champ libre à ceux qui travaillent avec moi. Puis c'est passionnant aussi d'avoir la vision des autres et de pas... Ce serait trop de pression. Oui, mais clairement. Avoir tout sur les épaules, c'est pas un truc que j'aime bien. Ouais, je comprends. Et encore une fois, quand tu dis ping-pong, je trouve que c'est passionnant. L'autre qui dit, ouais, mais tu vois, moi, avec sa culture, c'est ça. C'est trop bien. Ouais, ils m'ont appris plein de choses. Hein. C'est mes copains de groupe. Hein. Ils m'ont appris plein de trucs. Ma culture musicale, elle s'est ultra développée. Même ma façon de jouer, ils m'ont montré plein de choses. Ils m'ont appris plein de trucs. Donc. Ah, c'est trop cool. Je la trouve vraiment sincèrement géniale ton histoire et je connaissais pas la fin, donc je trouve que c'est super. Et tu vois, je rebondis là-dessus aux États-Unis. Moi, j'ai envie d'avoir des enfants plus tard. Et lorsque j'imagine ma famille parfaite, on fait tous de la musique. Ouais. Et je trouve que c'est un truc qu'on fait pas en France. On chante très peu, alors qu'aux États-Unis, tout le monde chante. C'est et vrai. Pas dans le but d'en faire quelque chose nécessairement de professionnel. Juste, tu vois. Juste pour le fun. Et oui, c'est vrai. C'est des cultures différentes après. Hein. Ça fait chier ce truc-là. Faut qu'on s'y mette plus. Mais c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui, quand même, c'est un peu plus enfin, il y a beaucoup plus. Tu trouves? Ouais, oui, avec toutes les émissions de The Voice, Starac, machin, il y a quand même de plus en plus de gens qui se mettent à faire ça, quoi. Mais j'ai l'impression que c'est quand même une activité un peu solitaire et il y a une grande pudeur à chanter en France. Oui. Alors que dans d'autres pays, ne serait-ce qu'en fait, tu sais, nos racines, l'église catho, on est là. Ah là, comme ça. C'est vrai que c'est pas très beau. C'est pas beau. Et en plus, je suis catho, je le dis, mais vraiment, enfin, ça me fout en dep, quoi. Je vais plus à l'église parce que, alors qu'aux États-Unis, tu vois, aux États-Unis, il y a le gospel. Moi, je serais là tous les dimanches. Non, c'est vrai. Bah oui. Il y a ce truc de la pudeur. Nous, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. Ouais, à l'intérieur de nous. C'est à l'intérieur, ouais. Et si on chante dans sa chambre avec sa petite guitare et en soirée, non. Mais le français aussi, ça se prête plus à des choses susurrées, je pense, ou chuchoter ou parler. Ou... les syllabes en anglais, elles sont plus musicales, quoi. Ça sonne, c'est pop, ça... De ouf. Ouais. Et tu le disais aussi, pour nous Français... là-bas, c'est aussi une possibilité de se réinventer, de se dire « Ok, je recommence sur un canevas totalement transparent » et j'imagine que ça t'ouvre aussi à te libérer sur le sujet. Oui, bien sûr. Ouais. Et puis, moi, au début, je commençais, j'écrivais qu'en anglais. Ah ouais? Ouais. Je suis rentrée des États-Unis, du coup, je rêvais en anglais. Queen. Vraiment, Jean-Claude Van Damme, quoi. J'étais vraiment... j'avais du mal à trouver mes mots et tout, donc j'écrivais qu'en anglais. Et puis, petit à petit, je me suis mise à chercher des phrases françaises qui pouvaient sonner un peu. J'aimais pas trop écrire en français, je trouvais que c'était dur. Et puis finalement, j'y ai pris du plaisir et maintenant je préfère, quoi. Ouais, c'est ça, c'est la question que j'allais te poser aujourd'hui. Qu'est-ce qui te fait te sentir le plus à l'aise, c'est le français? Oui, parce que c'est plus challengeant. Enfin, il faut trouver
il faut trouver une histoire, il faut trouver des mots qui sonnent, il faut trouver un truc vraiment musical dans une langue qui l'est pas du tout. Ouais, c'est vrai. Et je trouve que c'est plus challengeant. Écrire en anglais I love you, I need you, my love, ça ça sonne tout de suite, quoi. C'est clair, avec l'accent texan encore En plus. Évidemment. Puis objectivement, tu peux écrire de la merde en anglais. Les On gens, s'en ils fout. Voilà, ils le sauront un peu moins. Même les anglo-saxons, ils écoutent même pas les paroles. Hein. Ah ouais? Ah non, franchement, il y a plein de fois où j'ai demandé, par exemple, Nirvana. Je disais, mais il dit quoi? Ça veut dire quoi ce qu'il dit? Ah bah je sais pas. Waouh. Je sais pas, j'entends pas, je comprends pas ce qu'il dit. En même temps, on comprend pas ce qu'il dit. En même temps, on comprend pas ce qu'il dit. Je bosse sur Nirvana en ce moment et genre quand tu vois les paroles et tout et que t'essayes de réécouter le son, tu ne comprends pas la corrélation entre les deux. T'as vu Post Malone qui a repris j'ai vu. La reprise, elle est ouf. Ouais, c'est génial. Aujourd'hui, tu dois avoir grave de la tendresse pour cette période-là en te disant « Oh là 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 là, si j'avais su !» Ouais, complètement. Complètement. Après, je trouve que c'était trop tôt. Maintenant, je me rends compte. Même si, voilà, ma mère me le disait, elle me disait « Mais t'as 14 ans, là, quand même, tu vas pas... » Et je disais « Si, je veux partir, je veux partir, je veux partir. » Je voulais partir de France. Je n'aimais pas mon pays. Et c'est très bizarre, parce que maintenant... t'écris en français. Maintenant, j'écris en français. Et puis maintenant, voilà, je me sens beaucoup mieux ici. Mais c'est vrai que j'avais ce but de fuir, en fait, de partir. Ouais, et puis tu le disais, dans ta classe, les gens étaient quand même... te regardaient en mode « Oh là là, elle est un peu dans son monde, machin. » Ouais. C'était les profs surtout, parce que mes copains d'école, c'était top. Mais c'était les profs, je sais pas, il y avait une espèce de... Peut-être particulièrement dans ce collège où j'étais, hein, mais ils étaient méchants. C'était une espèce de jalousie. Je me suis pris des gifs par la prof de gifs, enfin des trucs graves, quoi. Ouais. Et je me dis bon, c'était pas le... Ce serait peut-être temps de partir. Ouais, donc c'est pour ça que j'ai en tout cas le milieu scolaire, tout ce qui touche à l'autorité, à on t'apprend, j'ai jamais aimé. J'ai jamais aimé qu'il y ait quelqu'un au-dessus qui me donne des ordres ou qui me dise c'est comme ça et la vie c'est ça, il faut que tu apprennes tel truc, telle leçon, tel nanan et que tu te comportes comme ça. Je peux pas. C'est un truc, ça me... c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Voilà. Ça fait partie de toi et tu vois, moi, ça me rassurait grave qu'on me fasse, qu'on me dise ça. Je n'ai jamais eu de souci avec l'autorité et étonnamment, aujourd'hui, je ne veux que ma liberté. Donc, moi, c'est venu plus tard. D'accord. Mais comme quoi, ça correspond à certaines personnes et ça rassure même parfois. Complètement. Juste, faut trouver sa voie, quoi. C'est ça. Mais après, bon, c'est... Dans ta vie d'adulte, après tu ressens le truc. J'aime toujours pas qu'on me donne des ordres ou des consignes ou des machins. J'imagine que ton groupe derrière serait là. Ah oui, oui. C'est clairement. Mais bon, oui, on est tous différents. C'est comme ça. En vrai, t'apprivoises ce qui t'est, tu fais en fonction et tu fais du meilleur. Exactement, du meilleur que je fais. Voilà. Merci Jennifer. Merci à toi. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.